Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Jack Lang, 77 ans. Il a réenchanté la culture, donné des couleurs à la politique, érigé la fête en art de vivre. Mais cette façade spectaculaire camoufle des regrets et des blessures. Les découvrirons-nous ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Peut-être qu'aucun ne devrait passer sur un divan. Est-ce une si bonne idée de se soumettre à un tel exercice? Je ne sais pas. Bonsoir Jack Lang. Vous-même, vous êtes prêté déjà à l'exercice? Pas vraiment. Je ne parle pas de jugement définitif. Je parle pour moi. La meilleure thérapie, c'est à la fois l'action, l'amour, la passion. Votre vie, votre passion, votre parcours, on va les passer en revue ce soir. On va tout raconter, c'est assez passionnant d'ailleurs, puisque des vies, vous en avez eu plusieurs. Jack, d'abord, ce prénom, à l'anglaise, vous avez mis du temps à l'accepter. Au départ, vous auriez préféré un prénom typiquement français. Finalement, vos parents vous ont donné une forme de singularité qui vous caractérise, on peut dire ça comme ça, pour poser l'émission? Finalement, oui, mais ils étaient anglophiles. Et l'anglophilie de certains milieux était liée à l'attachement à la démocratie, à un certain modernisme aussi, je crois. Et d'après ce qu'on m'a dit, ils ont hésité entre Jack et Winston. Alors, j'ai échappé à Winston, et je me suis retrouvé avec Jack, mais en effet, il m'a fallu du temps pour l'assumer. Ça, c'est le prénom. Votre nom, il est évidemment indissociable de la culture. Il est également associé à François Mitterrand, vous, le Mitterrandolâtre. Puis votre nom, il évoque également l'avant-gardisme et la modernité. Ce soir, on va essayer de vous découvrir, voir qui est l'homme, qui rêvait enfant d'être comédien. Mais on va démarrer par une image, comme d'habitude, finalement une image pas très étonnante, puisque vous êtes toujours le ministre de la Culture pour tout le monde, et notamment pour Nicolas Bedos, puisqu'il vous a fait jouer dans son dernier film, et vous jouez un ministre de la Culture. En ces temps bouleversés par l'intolérance et par la barbarie, je suis ému de m'exprimer en cet instant devant vous. Tant de souvenirs, tant de fous rires, tant de combats partagés. Nous pleurons un poète. C'est en effet un immense écrivain qui vient de nous quitter. Tant de chefs-d'œuvre à citer, La ville fardeau, Une soif de loup, mais encore Les moulins du silence, son dernier né et peut-être son chef-d'œuvre. Ministre de la Culture donc, mais vous avez une carrière politique assez incroyable, maire, député européen, ministre de l'Éducation nationale. Vous pouviez sans problème prétendre au poste suprême, et on va s'arrêter déjà là-dessus, sur votre ambition, si vous voulez bien, et ces occasions ratées. En 1994, lorsque Jacques Delors annonce qu'il ne sera pas candidat, vous êtes pressenti pour vous lancer, puis finalement vous n'y allez pas, faute d'appui, alors qu'en 2006, alors là pour le coup vous y croyez vraiment, et là vous vous lancez, vous avez créé un club de réflexion, Inventons demain, vous avez sorti un certain nombre de livres programmatiques sur l'emploi, sur l'immigration, sur la République. Vous vous lancez, et notamment ce 10 septembre 2006, vous êtes au Cirque d'Hiver devant 1000 personnes, et Jack Lang se sent président de la République, ou en tout cas a envie de l'être. Réunir ses supporters dans la dernière ligne droite, c'est ce qu'a fait Jack Lang ce soir au Cirque d'Hiver. Des supporters partagés entre enthousiasme et scepticisme. Accueilli chaleureusement par un millier de supporters, Jack Lang a choisi sa cible, Nicolas Sarkozy, accusé de chasser sur les terres de Jean-Marie Le Pen. Il en est persuadé, celui qui portera les couleurs du PS sera le futur président de la République. Alors il exhorte les siens à faire le bon choix. La météorologie politique pourra bouger tant qu'elle voudra, pourra être capricieuse tant qu'elle voudra. Il y a une chose certaine,
c'est que moi, je ne bougerai pas. Vous y croyez, Jack Lang, à ce moment-là ? Absolument. Absolument. Et disons que là, dans ce cas précis, il y a eu d'autres occasions ratées. Je ne sais pas si on en parlera. Dans ce cas précis, il se fait que nous avions conclu avec François Hollande une sorte d'accord au moment du congrès qui a précédé cette période. Je lui avais dit, je veux constituer un courant. Il m'a dit, c'est inutile, ton courant, c'est le nôtre. Et si tu as besoin, le jour venu, des parrainages, je te les donnerai. Et disons-le, François Hollande n'a pas tenu son engagement. Il ne m'a pas accordé, il ne m'a pas donné les parrainages sans lesquels je ne pouvais pas me présenter devant les militants. L'autre occasion manquée de votre carrière, c'est la mairie de Paris, évidemment. En 2000, vous renoncez à vous porter candidat face à Bertrand Delanoë. Et vous dites, je sous-estime la coriacité de Bertrand Delanoë et surtout les relais dont il dispose comme président de groupe socialiste à l'Hôtel de Ville. C'est quoi, là encore, un manque de coriacité de votre part? Vous vous dites pas, tout ça n'en vaut pas la peine, d'une certaine manière? Non, je ne dis pas ça. Je pense que ça vaut la peine, ça valait la peine de devenir maire de Paris. Mais les circonstances politiques étaient telles que, n'exerçant aucune possibilité de maîtrise de l'appareil socialiste à Paris, je devais être lucide et constater que mes chances d'être choisi comme candidat étaient quasiment nulles. Vous n'aviez pas de courant, donc, pour 2006, là, vous n'aviez pas les réseaux parisiens. Qu'est-ce que ça dit de vous, ça, le fait de ne pas avoir structuré votre action politique dans l'appareil? Disons qu'il y a plusieurs périodes. Bon, dans les époques précédentes où je me suis trouvé confronté à une échéance présidentielle, par exemple, il se fait que j'étais complètement lié à François Mitterrand, à Laurent Fabius, et que je ne pouvais pas, à titre personnel, décider d'être candidat sans leur aval. Il y avait un lien de fidélité, de loyauté, qui peut paraître dérisoire aujourd'hui, mais qui m'interdisait d'entrer en dissidence, en quelque sorte, et de dire « j'y vais malgré vous ». Et donc vous avez obtempéré. Votre ami Pierre Berger livre cette interprétation de vous dans un livre. Jack, il redoute le suffrage, il redoute l'arène, il voudrait s'auto-désigner. Redouter le suffrage, non. Parce que le suffrage universel, je n'ai jamais redouté. J'ai été candidat dans un département plutôt orienté à droite, dans le Var-et-Cher, où j'ai arraché un siège à l'Assemblée nationale. J'ai été candidat à Blois, ville réputée conservatrice. Je suis devenu maire de la ville. Et un peu plus tard, dans d'autres circonscriptions, je suis même allé jusqu'à me présenter dans un département, mon département d'origine où je suis né, dans les Vosges, alors que, manifestement, la droite y était durablement majoritaire. Et d'ailleurs, j'ai perdu de quelques voix. Donc, le suffrage, au contraire, je l'aime, je le cherche, je ne le redoute pas. C'est le fait de défendre votre personne qui peut vous poser peut-être problème. En tout cas, c'est présent jusqu'à dans votre écriture. On a soumis votre écriture à notre graphologue, Sophie de Risbourg. Vous voyez ce qu'elle en dit, et on est dans le sujet. Le trait pâteux, qui est assez large avec les engorgements du stylo-plume, révèle une hypersensibilité, une émotivité et une grande réceptivité aux ambiances. C'est probablement quelqu'un qui n'aime pas le conflit. S'il doit se défendre, il va prendre sur lui parce que c'est un homme digne, qui veut rester responsable. C'est difficile pour lui probablement de se positionner parce qu'il a peur de faire du mal, il n'aime pas décevoir. Il y a des petits empattements au démarrage de certaines lettres qui révèlent que cette personne a besoin de s'appuyer sur des repères, a besoin de se sécuriser, a besoin d'habitude et a besoin de savoir où elle va, en fait. C'est une personnalité probablement assez anxieuse, mais qui se contrôle. C'est quelqu'un qui aime s'entourer de belles choses et qui n'aime pas la médiocrité, qui a des aspirations assez élevées et qui a besoin d'évoluer dans un environnement confortable et harmonieux à ses yeux. Quand elle décrypte votre écriture, elle ne sait pas qu'il s'agit de la vôtre, elle découvre la signature bien après, et donc elle décrit ça, cette hypersensibilité qui peut-être vous limite, ou en tout cas qui vous caractérise. Oui, peut-être je suis prisonnier de cette passion de la loyauté et de la fidélité. Mais ça n'excuse pas tout. Et à coup sûr, oui, j'ai peut-être manqué, au moment de l'élection de Paris, de l'impulsion intérieure, de la capacité à saisir la petite chance qui pouvait exister. On sent que ça, c'était votre place, ou en tout cas la place dont vous rêviez. Oui,
Je rêvais. Bon, j'ai rêvé peut-être trop tardivement d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que cette ville de Paris, j'ai contribué à la transformer. Mais j'aurais aimé aller plus loin encore. Et la mairie de Paris était une opportunité pour consolider, amplifier encore cette action, pour changer la vie, transformer l'urbanisme, apporter un peu plus de bonheur de vivre. Alors, vous avez parlé de cette loyauté qui vous a limité. Et d'ailleurs, elle vous a empêché en 2007, quand Nicolas Sarkozy vous a proposé un ministère, de franchir le pas. En revanche, vous allez l'accompagner dans ses actions, notamment en intégrant le comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions. Et là, votre camp, le PS, pour le coup, vous le reproche. On peut se dire, il n'a pas le courage d'y aller, mais il veut quand même en être. Non. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Jamais je n'aurais accepté d'être membre du gouvernement de Nicolas Sarkozy ou quelques considérations qu'on puisse avoir pour lui. Je suis socialiste et on s'appartient à soi, mais on appartient aussi aux autres. Ce que j'incarnais, ce que j'incarne n'est pas ma propriété personnelle. Là encore, vous donc me dites ça. Je ne pouvais pas tout à coup démoraliser, dégoûter l'ensemble des citoyens qui me font toujours d'ailleurs confiance. Mais donc, malgré tout, vous intégrez ce comité de réflexion, c'est autre chose, mais ça vous oblige à démissionner des instances dirigeantes du PS. Et vous dites, je suis libéré, ils m'ont rendu service en me permettant de prendre une décision que j'aurais dû prendre depuis longtemps. Vive la liberté, vive la vie. Enfin, vous étiez hors système. Non. J'étais toujours militant du Parti socialiste, député socialiste, je suis professeur de droit, je me bats pour la démocratisation de nos institutions, et je n'avais aucune raison de refuser de participer à un comité qui, au demeurant, comportait la présence de personnalités de gauche. Et les idées que nous avons défendues, c'est celles-là même pour lesquels je me battais depuis des années. C'est le Parti socialiste qui, à ce moment-là, a été infidèle à lui-même et qui, par esprit partisan, voulant tenter de déstabiliser le nouveau président, a voté contre des réformes. J'étais convaincu et sûr d'accomplir ou d'avoir accompli une tâche utile et bonne pour la République. Et que le jour venu, les socialistes, tous les socialistes, reprendront à leur compte cette réforme. Et je répète, cette réforme constitutionnelle, mais je l'assume pleinement, totalement, avec bonheur, fierté. D'autant qu'elle fait écho à un aspect très important de votre personnalité, votre passion pour le droit, puisque vous êtes agrégé de droit public, vous l'avez longtemps enseigné ce droit, vous avez suivi en parallèle un cursus de droit et de sciences politiques durant vos études, vous êtes reçu 3e à l'agrégation de droit public en 1970, vous avez 31 ans, vous aviez échoué 2 fois avant au concours. D'où vient d'abord cet acharnement à décrocher cette agrégation de droit public ? La passion de l'enseignement. Ouais. J'aime l'enseignement. Pourquoi ? Parce que l'enseignement, vous enrichit, vous transforme tout en apportant aux autres un savoir, et j'espère un enrichissement aussi. Bon. Deuxièmement, et sur le même plan, j'aime le droit. C'est bizarre d'aimer le droit quand on est passionné par l'art et la culture. C'est comme une sorte de contre-pouvoir intérieur, une forme de rigueur que j'apprécie. Il y a comme une esthétique du droit. Et troisièmement, peut-être c'est le plus important, la liberté. Arracher l'agrégation de droit public, c'était pour moi arracher un passeport pour la liberté. Vous avez enseigné le droit de 71 à 81 à Nanterre, et puis entre 2 ministères, il vous est arrivé de revenir enseigner, notamment à Nanterre en 1986. Là, vous avez déjà été ministre et vous retournez à l'université en tant que prof. Chacune de mes activités, puisque finalement, j'ai la chance de pouvoir mener 3 vies qui s'entremêlent. La vie de professeur de droit, la vie d'homme de culture et la vie de citoyen engagé. Chacune de ces activités, elle-même en soi, je l'aime. Mais en même temps, au fond, elle est un peu un contrepoison vis-à-vis des risques qu'entraîne une trop grande dépendance à l'égard de l'une ou de l'autre.
Le théâtre, ça a toujours été votre passion, Jack. Vous avez même été comédien. Vous entrez au Conservatoire d'art dramatique de Nancy en 1957. Vous avez 18 ans. C'est là d'ailleurs que vous faites la rencontre de Monique, votre épouse. Vous allez interpréter de grands classiques comme Caligula, notamment, dont vous interprétez le rôle titre. Avec une troupe étudiante, vous allez jusqu'au Mexique, en Turquie, au Liban, pour vous produire en tournée. À ce moment-là de votre vie, là, vous vous imaginez sur scène? Non. J'étais étudiant, acteur amateur. Je n'ai jamais envisagé de devenir acteur professionnel. Qu'est-ce qui vous limitait, puisque vous aviez dit... Parce que j'avais la conscience d'abord de mes limites. La conscience de vos limites, ouais. Oui, mon talent n'était pas immense. Le métier d'acteur est un métier qui vous oblige parfois à passer par les fourches caudines de tel producteur, tel metteur en scène. Et comme tout à l'heure, je vous l'ai dit à propos de l'agrégation, l'un des fils rouges, si j'ose dire, de ma personnalité, c'est ma passion pleine, totale de la liberté. Je n'aurais pas été libre. Vous avez dirigé le théâtre de Chaillot. Vous en serez le directeur pendant 2 ans, entre 72 et 74. Et cette opportunité vous a été offerte puisque vous aviez lancé, en 1963, aux côtés de votre épouse Monique, le Festival mondial du théâtre de Nancy. Vous étiez tout jeune. Ce premier festival international universitaire, il va devenir un festival mondial, une référence. Vous l'avez présidé pendant 15 ans, jusqu'en 1977. Comment le jeune homme de 24 ans que vous étiez finalement réussi à convaincre des élus locaux, des personnalités du théâtre et universitaires à créer ce festival? Je pense que c'est ma détermination à vouloir réunir le monde à Nancy. J'avais dès ce moment-là une sorte de passion internationale ou internationaliste. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Et le Festival de Nancy est devenu progressivement le festival de découverte de nouveaux talents. Parce que les règles de ce festival, c'était que n'y venaient que des compagnies ou des acteurs ou des dramaturges inconnus. Votre famille vous initie à différentes formes d'expression, le piano, la photographie, la danse. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez été au théâtre, tout jeune, avec votre grand-mère paternelle, Camille Lang? Elle vous emmène voir votre premier spectacle, une opérette. Vous avez 7 ans. Ouais, on est peu de temps après la Libération, je crois. Qu'est-ce que ça a éveillé en vous? Ma première sortie dans un théâtre, c'était le théâtre de Nancy. Place Stanislas, théâtre de velours et d'or. C'était, je crois, peut-être c'était une opérette en effet, Le Pays du Sourire, de Franz Lehár. C'est une merveilleuse opérette. J'étais au paradis. C'était magique, c'était un autre monde. Et ça ne m'a jamais quitté. Vos parents vous ont encouragé à jouer avec vos frères et sœurs, 4 frères et sœurs, vous jouez des spectacles? Plutôt, j'infligeais à mes frères et sœurs des spectacles que nous réalisions. L'un de ceux-là était venu dans ma tête à la suite de la projection au collège à Lunéville, où j'étais interne. Et on nous avait projeté La Belle et la Bête de Cocteau. Et ça m'avait bouleversé. Et j'ai entrepris d'en écrire une adaptation théâtrale. Et puis après, on fabriquait les décors, les costumes. Le résultat était, je crois, assez médiocre, mais on s'est amusé. Donc en tout cas, ce lien avec la culture, il date de là. Oui, la culture, pas seulement le théâtre, mais je dirais aussi l'architecture. Par exemple, j'ai eu la chance de vivre une partie de mon temps dans la maison de mes grands-parents, qui avait été conçue par l'école de Nancy. Mm-hmm. Et comme vous le savez, dans les équipes de l'école de Nancy, quand ils construisaient une maison, c'était transformer, décorer de la cave au grenier. Mmh. Donc j'ai vécu dans la beauté. Chez mon père, c'était une autre beauté. C'était une beauté moderne. Mon père, par réaction peut-être à l'égard de ses parents, avait conçu une maison à Nancy qui était alors transformée par les designers de l'époque, les plus avancés ou les plus modernes. Donc, j'ai toujours récusé cette opposition imbécile entre le patrimoine et la création. Ces théâtres que vous infligiez à votre famille, d'une certaine manière, auxquels vous faisiez participer vos frères et sœurs, votre sœur Marianne avait déclaré dans une biographie qui vous était consacrée, à quel point vous aimiez aussi les applaudissements. Ça faisait aussi partie du spectacle. Jack est un homme très narcissique, il a besoin de plaire et de séduire à tout prix, et depuis toujours. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très installé chez vous? Je n'ai pas le goût de déplaire.
Quel acteur n'a pas le goût, en tout cas, de séduire, au moins? Là, vous n'étiez pas acteur, vous étiez enfant à ce moment-là. Oui, bon... maintenant, enfin, acteur, c'est encore pire. Vous avez grandi donc dans une famille à Nancy, en Lorraine, une famille bourgeoise. Votre grand-père, Albert Lang, avec qui vous allez tisser des liens très forts, va monter une entreprise de récupération de métaux et faire fortune. Votre père, Roger, deviendra le directeur de l'entreprise familiale, les établissements Albert Lang, et épousera votre mère, Marie, qui est donc institutrice. On peut dire que vous avez grandi auprès de parents anticonformistes pour l'époque? Oui. Mon père était un enfant de la bourgeoisie, mais en même temps avait des idées originales et qui parfois pouvaient choquer ou heurter la bourgeoisie locale. Et ma mère, elle, avait une liberté d'être. Bon, d'abord, elle était d'une beauté stupéfiante. Quand elle arrivait quelque part dans un bistrot, dans la rue, les regards se portaient immédiatement vers elle. C'était une femme, puis elle était d'une drôlerie, d'un humour. Et on a fait avec elle les 400 coups. Anticonformisme, on disait, parce que déjà, il y a une différence d'âge entre vos parents. 17 ans les séparent. Lorsqu'ils se marient en 38, votre maman a 19 ans, votre père a 36 ans. Quel couple ils formaient, Jack? Un couple assez uni pour quand même installer une vraie famille. D'abord, pendant la guerre, nous étions réfugiés à Brive. Ensuite, après la guerre, lorsqu'il a fallu reprendre le cours des choses, puis un peu plus tard. Et ces 5 enfants ont pu, chacun à leur manière, s'épanouir. Votre père, quand il a vu votre mère, il a été ébloui? Non, il a été aussitôt... impressionné par sa beauté, et il a décidé de partir à sa conquête. En tout cas, ils forment un couple mixte, ce qui, en Lorraine, peut poser un problème. Votre père est donc juif, votre mère catholique, tous les deux sont athées, et pourtant, ils vous baptisent dès votre naissance, le 2 septembre 1939, pour vous protéger comme vos frères et sœurs qui naîtront pendant la guerre. La religion, elle avait aucune place à la maison? Pratiquement aucune. On ne parlait jamais de religion. Nous n'avions en réalité aucune appartenance à aucune religion, juive, catholique ou autre. Vos parents étaient donc laïcs, on l'a compris, mais aussi républicains, notamment votre père. Donc Roger, il était le président de la Ligue des droits de l'homme de Meurthe-et-Moselle. Il militait au Parti radical. Il avait fondé une association d'aide aux réfugiés italiens fuyant le fascisme. Est-ce qu'on peut dire que cet engagement à gauche, il est né là et que ces valeurs républicaines, c'est votre père, Roger, qui vous les a transmises? Non, je crois en effet qu'il y avait une sorte d'écosystème, comme on dit aujourd'hui, d'écosystème familial qui nous portait les uns et les autres vers des idées progressistes. Il y avait cet écosystème de gauche, on l'a bien compris, bourgeois de gauche, franc-maçon aussi, puisque votre père Roger, votre grand-père paternel Albert, mais aussi votre grand-mère maternelle Berthe sont francs-maçons, vénérables de la loge de Nancy. Cette appartenance de votre famille à la franc-maçonnerie, aujourd'hui vous l'assumez, à l'époque c'était secret? Ce n'était pas exposé publiquement comme cela aujourd'hui peut se faire, mais en même temps ce n'était pas absolument caché. Mais nous, les enfants, nous savions que notre père, notre grand-père, notre oncle appartenaient à la franc-maçonnerie, n'étaient pas cachés dans la famille. Mais vous, ça vous a imprégné, ça vous a façonné d'une certaine manière? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. Bon, un peu plus tard, lorsqu'étudiant, un de mes professeurs m'a convaincu d'entrer dans une loge à Nancy. J'ai accepté. Et puis, quelques mois plus tard, je suis parti. Mais je n'ai rien contre la franc-maçonnerie. Simplement, je ne me sens pas d'un tempérament qui est porté à cette méditation-là. Je suis tourné vers l'action, vers la vie, et m'enfermer des heures et des heures dans la méditation, c'est pas mon truc. Cette famille en partie juive, riche, on l'a dit, et franc-maçonne, c'est le cliché que dénonce à l'époque une certaine droite antisémite. Vous avez subi des attaques? Avant-guerre, je sais, par mon grand-père, qui aimait la bagarre. Il aimait la bagarre physique, même. Non, il m'a raconté
mille et une histoires de rixes avec des antisémites. Et là, il était intraitable. Il était colossal, il était puissant, fort, et il y allait. Et l'antisémitisme, bon, vous connaissez les choses, hein, on sait les choses, a été très fort, très puissant, très violent, très brutal avant la guerre, et il y a eu encore après la guerre des relents. Et moi-même, quand j'étais à l'école primaire, dans les premiers mois après la guerre, je me souviens avoir été traité de sale juif. Le grand-père se battait, le petit-fils se battait aussi? Je crachais à la figure de ceux qui m'insultaient. Pendant la guerre, on va le voir, la famille était résistante, et pas qu'un peu. Vos parents, vos grands-parents, vous êtes nés donc en 1939. Vous nous avez donné 2 photos de cette période-là, et on les a soumises à notre psychanalyste, Christine Ulivucci. On est donc début 39, quasiment, vous êtes bébé, vos parents sont séparés, vous êtes pris en photo, elle décrypte. Ce qui interpelle sur ces 2 photos de la petite enfance de Jack Lang, apparemment faites le même jour, c'est la posture de la mère et son choix de faire poser l'enfant à côté d'elle. On s'attendrait à ce qu'elle prenne son bébé dans les bras. Or, elle le place à sa droite, l'enlaçant d'un côté et lui prenant la main de l'autre. L'enfant, assis et tourné vers le photographe, se trouve ainsi comme présenté, mis en lumière. Cet effet de monstration est renforcé sur la photo avec la table, véritable support pour une mise en valeur de ce premier fils. La mère, souriante et tournée elle aussi vers la caméra, semble vouloir capter le regard par un léger message de séduction. On pourrait donc imaginer que les parents se trouvent à ce moment-là séparés par la guerre ou l'exode et communiquent par courrier accompagné de traces visuelles. Ces 2 photos, l'une annotée d'un nom de lieu, Terrasse Rochard, l'autre portant des marques bien visibles de coins triangulaires attestant une insertion dans un album de famille, apparaissent ainsi comme des témoignages importants du récit familial et du contexte de naissance de Jack Lang. Ces photographies ont été réalisées, je crois, à Cholet, dans le Maine-et-Loire, où se trouve, où vit la grand-mère de ma mère, donc notre arrière-grand-mère, que nous avons eu la chance de connaître pendant de très nombreuses années, car elle a disparu à l'âge de 100 ans. Donc votre mère, à un moment donné, avec vous sous le bras, va rejoindre donc votre père à Brive-la-Gaillarde, où ils vont rester cachés. Et votre père rejoint donc le réseau local de résistance, dont l'un des chefs d'ailleurs n'est autre qu'André Malraux. Quand on connaît la suite, c'est un petit clin d'œil. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette famille très engagée, de cette famille qui prend des risques? Les enfants, je crois, ne vivent pas les choses de la même manière que les adultes. C'est une banalité. Et donc, nous vivons dans une sorte d'inconscience. Oui, il y a la guerre, mais on n'a pas connu autre chose que la guerre. C'est comme si c'était un état presque normal. Il y a eu quelques moments qui nous ont apeurés. En effet, la Gestapo visitant la maison du haut en bas, cherchant mon père. Une autre scène que je n'ai pas oubliée, c'est l'enterrement d'un homme transporté à quelques pas de la maison, et ma mère me disant, tu sais, ça aurait dû être ton père, car cet homme a été abattu dans le jardin voisin. La milice croyait que ton père était l'homme qui était là. Peut-être un moment plus dur encore, c'est lorsque ma mère ou mes parents m'ont fait garder par une famille juive dans un des villages proches. Un jour, la milice est arrivée, les fameux Citroën, sont entrés et les ont embarqués. Et je me suis retrouvé seul dans cette maison. Et par bonheur, un voisin est venu me chercher et à vélo m'a transporté dans un lieu sûr. Vous aviez 3-4 ans. J'avais 3-4 ans. Vous aviez quand même conscience du côté un peu héroïque de votre père, de la résistance? Oui, on avait le sentiment qu'il accomplissait une mission exceptionnelle. Il n'était pas là, on nous disait qu'il était en guerre contre les Allemands, contre les nazis, contre les occupants. Donc oui, on avait le sentiment qu'il était un père courageux, un père que nous admirions.
Votre famille a réchappé à la guerre. Votre grand-mère, elle, maternelle, qui était donc catholique, a été déportée à Ravensbrück, où elle a péri gazée en 1945. Oui, elle a été dénoncée par des gens, son appartenance à la franc-maçonnerie. Je crois qu'elle avait été la première vénérable à Nancy d'une loge mixte. Et puis, elle a été gazée, je crois, quelques semaines de la fin de la guerre. Et c'est à Laxou que se trouve le berceau de sa famille. Et voici quelques mois, le maire de Laxou m'a invité à inaugurer une place Berthe Boucher. C'est un moment très émouvant. Et les enfants de l'école ont monté une sorte de petit spectacle, mais très beau, très, très fort, récitant des textes d'elle. Et j'ai eu du mal à résister à l'émotion. En tout cas, à la fin de la guerre, toute la famille retourne donc à Nancy, et puis la vie reprend. Mais vous êtes touché par un autre drame qui va marquer votre adolescence. On en est à votre 16e anniversaire, et votre père décède à un peu plus de 50 ans à la suite d'un infarctus. La cigarette, le bien manger, l'absence d'hygiène de vie. À cette période, n'existaient pas les médications qui aujourd'hui peuvent contribuer à retarder ou à empêcher ce type de maladie. Il a été emporté brutalement. Il a eu 2 infarctus successifs et le deuxième l'a emporté. Et ce décès disloque votre famille, votre mère désemparée s'enfuit en Afrique. C'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ça. Quelque temps après la disparition de mon père, un monsieur s'est introduit dans la maison et a prétendu, au fond, exercer une sorte de tutelle sur la famille. Et les enfants ne l'ont pas supporté, ne l'ont pas accepté. Et donc, comme ma mère était un peu sous l'influence de ce type, je lui ai conseillé finalement de s'éloigner un temps. Et nous avons imaginé avec des amis de la famille qu'elle puisse aller en Afrique. Voilà. D'accord. Elle ne s'est pas enfuie. Je comprends bien. Vous lui avez conseillé, c'était plus sain pour la famille. Voilà. Elle y est restée 10 ans ? Elle y est restée, je crois, une dizaine d'années. Et puis elle est revenue avec un nouveau compagnon. Vous vous retrouvez donc chez vos grands-parents. Vos plus jeunes frères et sœurs, eux, sont placés en pension. Comment vous avez vécu ce moment-là où la famille unie, finalement, est obligée, par la force des choses, d'éclater? Vous étiez l'unificateur de tout ça? J'ai contribué à l'être un temps, peut-être 2 ans, 3 ans, et petit à petit, en effet, les choses se sont disloquées. C'est une autre vie qui est apparue pour moi lorsque j'ai connu Monique, ma future femme. C'est une autre famille qui a pris le pas sur l'ancienne famille. Alors peut-être que c'était un peu égoïste de ma part que de couper progressivement les ponts avec la vie antérieure, mais je ressentais ce désir de construire avec Monique une autre vie. En tout cas, vous avez été en partie donc élevé chez votre grand-père. Il vous a initié d'une certaine manière à la politique. Vous avez déclaré « C'est la période où je m'éveille à une conscience civique. C'est la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, la lutte anticolonialiste. Et avec mon grand-père, je parle beaucoup de politique. Cette situation d'aîné m'a conduit à être privilégié. J'étais le chouchou. » C'est vrai. C'est vrai que conversion souvent, nous partagions les mêmes idées. C'était l'époque de la guerre d'Algérie. C'est l'époque des luttes anticoloniales. Et ma conscience civique s'est forgée à ce moment-là. Grâce à lui, grâce aussi à Pierre Mendès France, puisque vous avez entretenu une correspondance, vous avez donc 16 ans, il a aussi forgé votre conscience politique, d'une certaine manière. Oui, il y avait 2 personnages qui, dans cette république un peu spéciale, qui s'appelait la 4e République, incarnaient une sorte d'espérance. D'abord Pierre Mendès France, puis un peu plus loin, François Mitterrand. Pierre Mendès France demeure d'ailleurs pour un modèle. Il était une forme de rigueur en politique, tenir ses engagements, dire la vérité. Pour nous, il était l'homme de la réhabilitation de la politique. L'autre figure de gauche, évidemment, à laquelle vous êtes associé, c'est François Mitterrand, que vous rencontrez véritablement en 1975, lors de ce festival donc, de théâtre de Nancy dont on a parlé. Vous avez partagé avec lui tellement de choses, mais d'abord cette sensibilité artistique.
Et le lien, il est là, Jack Lang. Bon, la première rencontre avec lui, c'était dans les gravats du chantier du théâtre de Chaillot. Comme vous savez peut-être, donc j'avais été nommé par Jacques Duhamel, directeur du théâtre du Ballet de Chaillot, pour concevoir un projet tout à fait nouveau. Et pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, le nouveau secrétaire d'État du président Giscard d'Estaing m'a viré dès son arrivée. Et alors, émotion, protestation, mouvements divers, et une réunion, disons, d'adieu a eu lieu dans les gravats de Chaillot, et François Mitterrand est venu. C'était notre première rencontre. Puis après, je l'ai invité à venir en effet à Nancy. Il est venu 2 fois. Il était toujours attiré par l'inhabituel. C'est un homme dont la culture était une culture plus traditionnelle que la mienne. Mais en même temps, il avait un goût pour découvrir, pour connaître. Le marginal l'attirait. Vous qui lui aviez écrit, notamment bien avant, au moment de l'attentat de l'Observatoire, déjà vous étiez attiré par lui, vous lui aviez écrit une lettre pour lui signifier quoi, Jack Lang? Parce qu'il était en mauvaise posture à ce moment-là. C'est bien avant. Bien avant, bien sûr, mais déjà, cette figure vous marquait bien avant ça. Absolument, absolument, parce qu'il était pour nous, enfin pour quelques-uns d'entre nous, une des grandes figures de la gauche et de l'espérance d'un changement à gauche. Et j'étais étudiant à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, et j'ai été choqué par la campagne orchestrée contre lui, et nous étions quelques-uns à décider de lui écrire un petit mot pour lui dire notre sympathie. Et il m'a répondu. Ensuite, Nancy, et puis on va dire que vous l'avez quasiment plus quitté. Jacques Séguéla, le conseiller en communication et ami de François Mitterrand, il nous a dit il avait une relation filiale, on sentait une tendresse mitterrandienne qui allait bien au-delà du rapport président à ministre. C'est sûrement le socialiste qui a été le plus proche de lui dans sa vie privée. Ce lien filial, vous le revendiquez ? En tout cas, un lien, je dirais, affectif. Je l'aimais beaucoup, je l'aime encore beaucoup. Et je pense qu'il avait vis-à-vis de moi une sorte de tendresse, comme dit Jacques Séguéla. Enfin, disons que c'est le temps aussi qui a sculpté nos relations. Je pense souvent, je me dis, quelle chance a été la mienne de pouvoir créer avec François Mitterrand ce tandem, ce duo, avec tout le respect que je lui porte. C'était pas écrit à l'avance, que nous appartenions à 2 générations complètement différentes, nous n'avions pas le même parcours politique, évidemment. Et c'est une chance de la vie, c'est un des bonheurs de la vie que d'offrir ce type d'amitié. Mais ça ne s'est pas construit en appuyant sur un bouton. Comme preuve de la force du lien qui vous unissait, vous avez présenté d'ailleurs votre démission à François Mitterrand. C'était en juin 81, lorsque votre frère Claude a poignardé un homme dans un bar à Nancy sous l'emprise de l'alcool. Il a refusé cette démission. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez compris qu'il était pour vous un soutien indéfectible, d'une certaine manière ? Ce qui s'est passé, c'est que Gaston Defferre, qui était maire de Marseille et ministre de l'Intérieur, et qui m'a beaucoup soutenu bien avant 81, m'a dit « Jacques, vous devez, dans ces circonstances, présenter votre démission au président de la République. » Ce que j'ai fait. Et François Mitterrand m'a répondu dans la seconde « Il n'en est pas question. Il n'y a pas de responsabilité collective dans un système comme le nôtre. Je vous demande de retourner rue de Valois et de travailler pour l'art, pour la culture, et bâtissons ensemble de grands projets. » On va voir tout ce que vous avez fait ensemble, évidemment, et les grands projets que vous avez faits. Il y a eu un témoin de toute cette époque-là, puisqu'il travaillait lui aussi avec François Mitterrand. Aujourd'hui, c'est une grande figure de la télévision et de la culture. Serge Moiti qui est avec nous. Bonsoir Serge. Bonsoir. Cette période décrite par Jack Lang, vous l'avez vécue, et notamment à Nancy. Vous avez assisté à la rencontre Mitterrand-Lang, même si on l'a dit, hein, il y avait déjà une rencontre déjà à Chaillot, mais ce moment où finalement le lien se fait, vous étiez présent. Oui, j'étais présent, j'étais au Festival de Nancy, lorsqu'ils se sont rencontrés. Festival de Nancy extraordinaire, qui était le rendez-vous de toute la jeunesse de l'époque, et grâce à l'ardeur de la troupe de Jacques et de Monique. Pour moi, c'est un peu la même personne en deux. À votre avis, Serge, qu'est-ce qui a plu à François Mitterrand dans la personnalité de Jack Lang ? Je pense que c'est l'ardeur de Jack Lang.
son enthousiasme, sa capacité de mobiliser, sa capacité de faire, sa capacité d'aimer la création et les créateurs. Et évidemment, cette espèce de jeunesse formidable qu'il trimbalait avec lui, qu'il portait avec tout son cœur, toute son âme. Et là, vraiment, je pense que oui, Mitterrand, qui venait d'autres rives, et qui était dans un parti socialiste naissant, qui revenait de loin quand même, le Parti socialiste à l'époque, était ébloui de rencontrer un jeune homme comme ça, entouré d'autres jeunes gens, qui avaient mobilisé tellement d'énergie et tout ça. Et ça a duré très longtemps. C'est-à-dire entre eux, évidemment. C'est-à-dire que ce qu'on ne dit pas assez, et d'ailleurs je ne l'ai pas beaucoup entendu, c'est que Jack Lang est un travailleur hallucinant. C'est un bosseur incroyable, et ça n'a jamais été assez dit quand on parle de Jack Lang. Alors quand il était ministre, évidemment, mais maintenant à l'Institut du monde arabe, tout le temps, quoi. Et quand il touche quelque chose, ça réussit. Et comme un couple avec Monique, c'est un couple indissociable, magnifique. C'est-à-dire que lorsque vous avez un coup de fil de Monique, c'est forcément parce que Jacques... Et le contraire. Et ça continue. C'est étonnant, cet amour comme ça, qui traverse le temps, qui est formidable, quoi. On va aborder évidemment avec Jack Lang les années au ministère de la Culture. Vous avez vu, vous, l'accomplissement d'un certain nombre de travaux. Oui. Qu'est-ce qui fait que Jack Lang a tout emporté sur son passage, selon vous, jusqu'aux décisions financières qui sont souvent les plus difficiles ? Mais la relation extraordinaire qu'il a eue avec François Mitterrand. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés dans le monde de la culture, à Nancy, et c'était formidable de mettre la culture au centre de la campagne présidentielle, par exemple. Quand il devient secrétaire national à la culture du Parti socialiste en 79, moi, je faisais partie de cette équipe-là, etc. On parlait que de culture, et c'est formidable. Et il a trouvé en Mitterrand plus qu'une oreille, un cœur qui bat. Et donc ils étaient ensemble, et il a réussi à faire passer tout à Mitterrand, avec Mitterrand. Le budget de la culture, non, bien sûr, évidemment. Mais toutes les grandes... Paris s'est trouvé bouleversé grâce à Jacques, enfin, et la régionalisation et la décentralisation. Et puis, par exemple, en ce qui nous concerne, la politique du cinéma. S'il y a un cinéma français, c'est quand même grâce à ce qu'on appelle l'exception culturelle créée par Jack Lang. Même chose pour la télévision. La télévision sous Jack Lang, dont j'étais un des modestes directeurs de France 3. Parce que j'étais patron de chaîne, oui. Ça a été incroyable. Quand il m'appelait, Jack Lang, moi je tremblais, je me disais, qu'est-ce qu'il va me dire encore ? Bon, et ben c'était parce que on avait diffusé trop tard, par exemple, une pièce de Shakespeare en version originale. Trop tard. Vous voyez, c'est-à-dire le contraire de ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'il y a une ambition culturelle. Ça passe à la fois de la fête de la musique 82, à la fête du cinéma, je sais pas quoi, à la mode, à la cuisine et à l'exigence culturelle permanente. Et ça, c'est formidable parce qu'on a vécu un moment assez, vraiment, je le dis vraiment ça sérieusement. D'ailleurs, tous les gens pensent qu'il est toujours ministre de la Culture. Et un moment éblouissant. Et donc, c'est formidable, mais c'est vient vraiment de cette espèce de, d'amitié, et je ne vois pas d'autres mots, entre lui et François Mitterrand. Eh ben, on va regarder tout ça ensemble. Merci beaucoup, Serge Moiti. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Donc, ce lien très fort avec François Mitterrand, ça date de votre engagement en politique, puisque vous allez vous engager politiquement en 1977 pour les élections municipales à Paris. Une fois élu, vous adhérez au Parti socialiste, et c'est de cette manière que vous commencez vraiment à fréquenter François Mitterrand, comme on va le voir sur ces images. J'ai mieux connu François Mitterrand, qui, pour moi, avant d'être un homme politique, est d'abord un homme de culture, grand écrivain, un visionnaire, un inventeur d'un système nouveau. Pour moi, c'est d'abord un homme de l'esprit, un homme de l'intelligence. Et il m'a demandé de venir travailler à ses côtés et de mettre mon expérience, une certaine imagination, une certaine capacité à concevoir des actions et des événements au service de la campagne européenne du Parti socialiste. J'en ai parlé au secrétariat, j'en ai discuté avec plusieurs d'entre nous. Je sais que Mauroy serait très content d'organiser à Lille une manifestation européenne sur les problèmes régionaux, avec les dirigeants de région, le cas échéant les maires des grandes villes européennes, les directions socialistes. Vous devenez donc son conseiller spécial pour la culture et la recherche pour ces élections européennes, et puis donc vous êtes allé dans la campagne de 1980.
En tout cas, la façon dont vous avez décrit avec emphase Serge Moiti, ministre de la Culture, ça crée évidemment des jaloux. Votre ami Pierre Berger nous a confirmé ce lien particulier que vous aviez avec Mitterrand. Et puis, il nous a dit que ça l'a isolé au sein même de son parti. Beaucoup d'hommes politiques ne l'ont pas pris au sérieux. Beaucoup dans son propre camp l'ont tourné en dérision. Beaucoup étaient jaloux de sa relation avec François Mitterrand. Disons que les choses ont changé avec le temps. Oui, au début, je pense que certains considéraient que j'étais en quelque sorte illégitime. Je n'avais pas entrepris la carrière politique habituelle. Donc je venais en quelque sorte de l'extérieur. Il y avait ce sentiment, je pense. Par ailleurs, progressivement, François Mitterrand m'a accordé sa confiance. Et donc, c'est humain. Ça a pu susciter quelques envies ou quelques jalousies, mais que dire de plus? Non, disons, pour parler autrement, je dirais, ce n'est pas faux que j'ai été en quelque sorte son chouchou. Alors on n'aime pas toujours les chouchous. Et vous en faisiez beaucoup pour être son chouchou, Jack Lang? Non, je faisais beaucoup. Parce que les chouchous sont souvent faillots. Non, j'étais surtout, comme l'a dit Serge, bon travailleur. Et puis, disons-le aussi, quand j'ai un ami, et pas seulement François Mitterrand, je me bats à fond les manettes pour lui. Et surtout dans les situations difficiles. Il en a connu. Ou les attaques contre lui à propos de Vichy, de la guerre, eh bien, dans ces moments-là, j'étais encore plus proche de lui. En tout cas, cette façon dont vous avez démultiplié vos actions à ses côtés pour un bilan assez conséquent, évidemment, il a marqué. Je vous propose de le regarder puisque ces actions donnent un peu le vertige. Comme l'a dit Serge tout à l'heure, vous avez à peu près tout fait. Ça a suscité un certain nombre de critiques, on va y revenir. Mais alors vous avez, pour le coup, marqué ce ministère de façon indélébile. Jack Lang, le premier ministre socialiste de la Culture, initiait cette manifestation populaire pour faire descendre les Français dans la rue avec leurs instruments de musique, comme une promenade butineuse entre spectacles improvisés et concerts événements. Notre désir est de développer le livre. Il est important que les auteurs ne soient pas soumis à la loi économique, donc esthétique, de quelques groupes puissants. La création des styles de mode peut être considérée comme l'un des beaux-arts. Ça ne vous fait pas drôle de faire visiter votre bureau? Non, c'est très agréable, au contraire, que des visiteurs viennent voir où les responsables travaillent. Après tout, ce n'est pas ma propriété personnelle. Nous avons décidé de jeter les bases de la création d'une industrie nationale du dessin animé. Allô? Premier candidat, c'est à vous. Depuis le 28 septembre, ils sont les pensionnaires de cette nouvelle école de danse de l'Opéra de Paris. Cette joyeuse pépinière nous prépare aujourd'hui nos lendemains qui dansent. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Happy birthday to you. Bon anniversaire à la film. Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères. Happy anniversaire, la fête du cinéma. Vous avez vous-même le vertige, Jack Lang? Non. Quel sentiment vous anime là? Quoi, la fierté? J'ai toujours le sentiment que les choses ne sont pas encore accomplies. Donc, c'est-à-dire j'aurais voulu encore faire plus, mieux. Et aujourd'hui, parfois, je brûle d'impatience quand je pense à des choses qui mériteraient d'être poussées plus loin. Voilà. Encore aujourd'hui, vous avez cette impatience? Bien sûr. Vous dites, si j'étais aux manettes, je ferais ça? Oui, bien sûr. Notamment peut-être dans l'architecture, vous avez fait tellement de choses, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des monuments qui ont été améliorés, rénovés ou carrément créés, les colonnes de Buren, le Palais Royal, l'Institut du Monde Arabe, dont vous êtes le président, la pyramide du Louvre, la Grande Arche de la Défense, l'Opéra Bastille, la bibliothèque François Mitterrand. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, je voudrais qu'on développe un peu ça. C'était un combat quotidien, parce que, évidemment, il y a l'aspect positif, en se disant, ben voilà, il a décloisonné la culture, etc. Mais aussi, beaucoup de gens vous ont reproché cette boulimie et puis ce relativisme culturel, comme on disait à l'époque. Parfois, je n'ai pas saisi par les cheveux des chances, des opportunités qui m'avaient été données sur le plan politique. Sur le plan de mon action
de ministre de la Culture, de ministre d'Éducation, ou de maire, Je ne dis pas que je suis sûr de moi à 100%, mais je n'agis pas par coup de tête, par caprice. C'est le fruit d'une réflexion. Et quand je suis prêt, j'y vais. Et je dirais les polémiques, alors, non seulement ne me découragent pas, mais m'enhardissent. Et au fond, permettent que dans le débat public, il y ait controverse. C'est une bonne chose. Ça vous stimule, ces controverses? Ça me stimule, et en même temps, ça permet aux gens, aux citoyens de connaître les discussions en cours, de prendre parti. Sur la pyramide du Louvre, il y a eu tellement de... La maison des morts, disait donc le critique d'art et le journaliste André Fermier du Monde. La maison des morts. La maison des morts, effectivement. C'était pourtant un type brillant. Est-ce que ça générait des doutes chez vous? Est-ce que vous dites... Et si c'était lui qui avait raison? Non, pardon, d'oser dire cela. Ouais. Non, parce que, je répète, c'était le fruit d'un travail chaque fois profond, je crois. Enfin bon, des doutes, non. C'est un très beau bureau que j'avais commandé à Dubuisson, un fabuleux designer français, Sylvain Dubuisson. Mettre par exemple le rap sur le même plan que la musique classique, ça vous a été beaucoup reproché. Ça par exemple, vous vous dites qu'à un moment donné, il fallait un peu provoquer pour lui donner cette place au rap. Un ministre de la Culture doit ouvrir ses yeux très grands, ses oreilles très grandes, et essayer de ressentir les vibrations d'une société. Et il ne s'agit pas de mettre sur le même plan, comme on l'a dit, mais de reconnaître dans sa singularité une forme d'expression. Le rap, en effet, c'est vrai que le mouvement hip-hop et le rap, je lui ai apporté un soutien dès les années 82-83. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il a pénétré une bonne partie de la culture contemporaine, en France ou hors de France. Et les artistes, en tout cas, vous ont été reconnaissants. Vous êtes devenu l'ami des artistes et de tous les artistes. Ah, ça, j'aime cette photographie avec Stevie Wonder. Et il est très beau. Hein. Alors, ce lien avec les artistes, il est très fort. Et d'ailleurs, les artistes, et pas n'importe lesquels, le revendiquent. Notamment Orson Welles, qui vous rend hommage. It is significant, I think, that there is a Ministry of Culture in France. Il est significatif, je pense, que la France possède un ministère de la Culture. Et il est très encourageant que ce poste soit occupé par quelqu'un d'aussi ouvert, large d'esprit, aussi jeune de caractère et au goût sophistiqué, ce qu'est Jack Lang. Open-minded, open in his spirit, youthful in his approach, sophisticated in his taste, as beyond any question. Jack Lang is. Ce qui me touche, c'est que non seulement c'est un très grand, mais lui-même s'est trouvé confronté à ce que j'ai essayé de combattre, et ce que j'essaye de combattre toujours, c'est-à-dire des obstacles. Il a été empêché souvent par des producteurs, par des conservateurs. Mes ennemis, ce sont mes ennemis. C'est-à-dire que toute ma vie, et aujourd'hui encore, je veux qu'on donne la chance à ceux qui ont en eux du talent, de la force, de l'énergie, de la capacité, de la bonté. Et puis, il y a une chose, alors, si je peux en dire un mot, qui pour moi est central. Ça, c'est un combat que je mène depuis que je suis tout petit. Je rêve qu'un jour, l'art et la culture soient placés au centre de l'école. De la maternelle à l'université, avec la présence d'artistes partout, la formation des maîtres, les programmes transformés faisaient que l'art devenait une matière fondamentale. Tout à l'heure, Serge Moiti disait à quel point Monique était votre double et que tout ce parcours qu'on essaye de décrire ce soir n'aurait pas été possible sans elle. Monique, donc, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez rencontrée à Nancy, vous étiez comédiens ensemble, et 4 ans après votre rencontre, vous êtes mariés le 13 mars 1961, vous avez donc 21 ans, vous allez donner naissance à Caroline, qui sera avec nous tout à l'heure, et puis 5 ans plus tard à Valérie, dont on parlera en fin d'émission. Ces images, j'imagine qu'elles vous émeuvent aujourd'hui encore. Oui, c'est Caroline, toute petite. C'est notre premier enfant. Monique a raconté devant les caméras de TF1 que vous aviez accueilli chez vous dans le Marais, place des Vosges. Comment vous vous étiez rencontrés, comment vous aviez tenté de la séduire? Regardez. Jacques est un très grand travailleur. Il donne l'impression
d'être dilettante, toujours avec le sourire, tout va bien, ça me vient comme ça, tout est naturel. Ça m'oblige à travailler énormément et à avoir beaucoup de rigueur. Alors, ma chérie, ma petite poulet. Écoute, au revoir. Tu vas te promener? Oui. Oui. Hein? Oui. Au revoir. Jacques prétend que s'il m'a plu, c'est parce qu'il a su m'attirer avec les glaces. Il habitait chez son grand-père et presque tous les après-midi, j'allais le voir. Vers 4 h de l'après-midi, il me sortait du congélateur des bacs de glace aux abricots, à la vanille, au caramel, au café. Enfin, je mangeais pas tous les bacs, mais quand même, j'en mangeais pas mal. Salut, Vincent. Tiens, voilà, je suis allée acheter des fleurs. Oh, la pauvre petite. Qu'est-ce que c'est ces fleurs-là? Oh là là. Enfin, c'est pas la fête des pères encore. Hein. La fête des pères, c'est quoi? Non. Je vis avec quelqu'un qui aime ce que j'aime. C'est une vie magnifique, passionnante, intéressante. Comment vous décririez le couple que vous formez avec Monique Lang? Comment dire, bon, là aussi, c'est une chance de la vie. Hein. La première fois où je l'ai vue, c'était au Conservatoire de Nancy. Elle suivait, comme moi, des cours de diction et de théâtre. Et évidemment, j'ai été aussitôt saisi par son énergie, sa vitalité, sa beauté. J'imagine qu'elle n'était pas non plus indifférente. Et il se fait qu'on se donnait de temps en temps la réplique. Et un jour, elle m'a demandé de lui donner la réplique dans une pièce de Goldoni, La Locandiera. Elle jouait le rôle de l'aubergiste, et elle m'a demandé de lui donner la réplique dans le rôle du chevalier. Et le chevalier pose ses lèvres sur le front de l'aubergiste, à un moment. Bon. Et la suite, vous pouvez l'imaginer. La suite, c'est que vous êtes indissociable. Osmose, ça vous convient comme terme? C'est beau. Ah oui, osmose. Osmose parce que c'est une interaction constante, c'est un entremêlement permanent, c'est une façon de se comprendre, alors parfois parler. Et puis, je dirais que objectivement, indépendamment des sentiments, indépendamment de l'amour et de la tendresse, je crois sincèrement qu'il y a beaucoup de choses que je ne réussirais pas ou que je n'aurais pas réussi sans elle. C'est ce que nous dit Laura Adler, votre amie, journaliste, écrivain, qui a été donc conseillère de François Mitterrand. Il n'y aurait pas de Jack Lang sans Monique Lang. Elle n'est pas son assistante, elle est son double. Elle démultiplie son action, mais elle n'a jamais prétendu se substituer au ministre. C'est vrai, mais d'abord, elle m'a donné la pêche pour faire des choses que peut-être j'aurais pas réussi à entreprendre tout seul. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que ce qui était pour moi important dans ma vie, c'est d'avoir décroché l'agrégation de droit. Eh bien, elle m'a encouragé, soutenu, épaulé, parce que quand on prépare un concours aussi particulier, on connaît des moments de doute ou d'incertitude, et elle était là pour... bon. Et ainsi de suite. Dans tous les combats que j'ai menés, que je mène aujourd'hui, elle apporte la volonté, l'énergie, l'optimisme. Alors votre ami Pierre Berger, d'un point de vue un peu plus personnel, décrit les choses comme ça. Jack, sous ses allures un peu de fanfaron, c'est quelqu'un de très dépressif, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais Monique passe et elle remonte le moral des troupes et Jack peut mener la bataille. Oui, c'est un aspect qui n'est pas faux. Si nous constituons cet équipé pour la vie, c'est qu'aussi nous pouvons partager ses souffrances, ses bonheurs et nous épauler en permanence. En tout cas, ce couple que vous formiez, notamment au ministère, a suscité pas mal de critiques. La Pompadour, la ministresse, Madame Sans-Gêne. Est-ce que vous voyez où elles ont pu prendre racine? Il y a certaines formes de jalousie. Peut-être qu'il y a eu de ma part des maladresses, je ne sais pas. Mais en même temps, vous savez, une fois que beaucoup de ceux qui exprimaient les réserves ont été ensuite conquis par elle et ont découvert le personnage exceptionnel qu'elle est. Vous avez dû beaucoup vous justifier sur tout ça, sur elle, aussi sur votre patrimoine. On vous a beaucoup cherché en se disant mais
comment il a gagné tout cet argent, lui le prof de droit, lui le ministre, même d'ailleurs dans l'émission L'heure de vérité en 1987. Souvenez-vous, vous étiez en train de vous justifier. Monsieur le ministre, je croule ici sous les questions ayant trait à votre train de vie personnel. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur votre fortune personnelle? Combien gagne un prof d'université? Combien vous a coûté votre appartement de la place des Vosges et comment l'avez-vous financé? J'ai l'impression que Minute a alimenté pas mal de questions. Alors, il y a beaucoup de questions en une. Comme professeur d'université, je crois que je dois gagner 20 000 francs. À cela s'ajoute mon indemnité parlementaire. J'ajoute, et je n'en ai pas honte, que mes parents n'étaient pas pauvres. J'ai eu la chance de naître dans une famille qui disposait de quelques moyens. Je ne suis pas désarçonné par la question, d'autant moins que je suis complètement à l'aise. En effet, ma famille n'était pas pauvre, mes grands-parents et mes parents nous ont laissé à chacun une part d'héritage. À partir de là, nous avons pu, avec ma femme, acheter un premier appartement, je crois, rue de la Perle. Puis, comme la famille s'agrandissait, nous sommes allés rue d'Anton. Et ma femme a eu l'idée que nous allions place des Vosges il y a plus de 30 ans, à une époque où personne ne voulait aller dans le Marais. Et à ce moment-là, on l'a acheté très peu cher. Et j'ai emprunté, et j'ai dû payer cet emprunt pendant 20 ans. Comment vous expliquez que c'était à vous qu'on demande des comptes, à vous qui a eu toutes ces rumeurs où on disait, d'ailleurs vous avez fait condamner des gens pour ça, puisqu'on disait que les fonds secrets de Matignon, vous les mettiez dans votre poche plutôt que de les partager. Vous avez d'ailleurs fait condamner un journal qui n'a pas pu en amener les preuves. Comment ça a pu prendre prise sur vous et pas sur les autres? Parce que vous savez, quand vous êtes en lumière, vous êtes visible, vous n'êtes pas gris-souris. Alors c'est normal que les projecteurs se braquent sur vous, pour le meilleur et pour le pire. Il faut l'accepter. Vous vous souvenez forcément de ce sketch avec Miu Miu dans l'émission de Patrick Sébastien. On en a pris un, on aurait pu en prendre 10. Mais si on est venu vous chercher, c'est que les frontières, forcément, vous les avez un peu mordues, franchies. Et donc, ça a attisé la critique. Et en même temps, c'est savoureux à regarder. Dommage qu'elle ait les mains moites. Ça me gêne pas les masses, mais elle a les mains moites. C'est parce que je dois lui faire de l'effet. C'est l'excitation, ça. Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille. Si elle ne fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ah, c'est pas dans la poche, hein. Faut s'accrocher. Accroche-toi, Jaco. Il m'a mordu l'oreille, il m'a fait mal ce con, il est con ce type. Oh, et puis alors, qu'est-ce qu'il cocotte? Cette eau de toilette nauséabonde. Il n'en peut plus. Je la rends dingue, la poulette. Et encore, j'ai pas sorti mon grand jeu. Attends un peu que je me déchaîne. Allez, vas-y, Jaco, emmène-la au ciel. J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je coiffe Sainte-Catherine, mais alors, les exciter comme ça, merci bien. Je vais lui greffer le dos avec mon pouce. Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos pour remonter jusqu'à la nuque. Aïe, mais il est givré, ce mec! Il vient de me labourer la peau du dos avec son ongle. Ah bah, tu parles d'un plaisir. Moi qui ai un mal fou à cicatriser, c'est bien ma veine. Il a fallu que je tombe sur un sadique, c'est tout moi, ça. Bien joué, Jaco. Elle est à point, là, elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Jaco. Vas-y, mon fils. Il faut conclure maintenant. C'est réussi? J'adore le gag, j'adore me marrer, j'adore les farces, j'adore jouer, là, vous le voyez. Je suis très content d'avoir fait ça avec Miu Miu. Alors on va voir, Jack, comment tout ça a été conciliable avec une vie de famille. Pour nous parler du père que vous êtes, nous sommes heureux de recevoir votre fille aînée, Caroline Lang, vice-présidente de Warner Bros. France, très discrète généralement dans les médias. On est très touchés qu'elle ait accepté notre invitation. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, on connaît la personnalité publique flamboyante de votre père, Jack. Dans l'intimité, il est le même homme? Pour ma sœur et moi, mon père est le même homme dans la vie personnelle, dans la vie de famille et dans la vie publique. Mon père est quelqu'un qui est à la fois affectueux, attentif, créatif, modeste, qui a beaucoup de rigueur,
Et c'est toutes ces facettes de sa personnalité que nous connaissons, nous aussi, dans sa vie avec nous. Vous avez vu notre graphologue tout à l'heure qui révèle une personnalité anxieuse, hypersensible. Pierre Berger lui parlait tout à l'heure de dépressif. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, Caroline, cet aspect plus méconnu de votre père? Pour moi, mon père, c'est un créateur, c'est un bâtisseur. Et l'hypersensibilité, je pense que c'est aussi une qualité quand on est un homme politique, parce qu'il faut être en empathie avec les gens. Et il a justement cette qualité à la fois de sentir ce qui se passe dans la société et en même temps de s'intéresser aux autres. C'était un père présent ou un père qui faisait passer d'abord sa vie publique avant sa vie personnelle? D'abord, mon père a eu une vie politique intense où ma sœur et moi, on était déjà jeunes adultes. On avait 18 ans, 20 ans. Mais on a toujours connu mon père comme un homme extrêmement actif. On est né avec le Festival du théâtre de Nancy. Mes parents voyageaient beaucoup pour aller chercher des troupes de théâtre à l'étranger. Je ne vois pas tellement de différence entre sa vie d'homme de théâtre et sa vie en tant qu'homme politique. C'est quelqu'un qui a toujours conduit des projets au service des autres et au service du public. À la fois, c'est un homme libre, indépendant, alors que c'est vrai que dans un parti politique, il y a des règles, il y a certaines structures. Mais en même temps, mon père a fait des campagnes électorales fantastiques parce que justement, il s'intéresse aux gens, il aime les gens. Vous disiez tout à l'heure, Caroline, qu'à travers notamment le théâtre de Nancy, avec votre mère, il sillonnait la planète pour trouver des troupes. Vous, comment, plus petite fille, là, pour le coup, vous l'avez vécu, ça? Ma sœur et moi, on était associés à tout ce que faisaient mes parents. Donc ça faisait partie de notre vie. Le festival du théâtre, c'était là, c'était présent. Pareil ensuite avec la politique. On était au courant de tout et on vivait tous intensément tout ce qui se passait. Donc quand mes parents plus jeunes voyageaient pour trouver des troupes de théâtre, après quand ils revenaient, par exemple s'ils avaient été au Japon, eh bien ensuite on vivait à l'heure du Japon. Pendant 2 ou 3 mois, on s'habillait en kimono, on allait en kimono à l'école, on mangeait avec des baguettes, on mangeait des nouilles japonaises. Mes parents m'avaient ramené des 45 tours de musique de variété japonaise. Je chantais en japonais. Et j'ai envie de vous dire, grâce à ça, après, j'ai eu une passion pour la littérature japonaise. D'accord. Quand ils rentraient du désert algérien, on allait en burnou à l'école. Donc, nous, ça nous paraissait normal. Donc, ça faisait partie de notre vie. Bon, nous revenions en effet peut-être du Japon et on a envie de faire partager la splendeur, la beauté de ce pays. Et du coup, ce qu'elle dit me touche énormément, qu'elle ait découvert cette fabuleuse littérature japonaise, Kawabata et tant d'autres, en raison de ces choses qui paraîtraient superficielles ou folkloriques. C'est fantastique. Caroline, vous avez 2 petites filles. Quel grand-père il est? C'est un grand-père extrêmement gâteux. Ma fille aînée dit de mon père que c'est Monsieur Oui. Je crois que d'une certaine façon, mon père vit une sorte de 2e paternité avec mes filles, parce qu'il nous a eus très jeunes, et qu'à l'époque, il était encore étudiant. Et je pense que c'est merveilleux pour mes enfants aussi. Il est très présent, il emmène mes enfants en vacances, il leur fait découvrir énormément de choses, il s'intéresse à leurs devoirs, il les emmène au théâtre. Donc oui, beaucoup de choses, mais je voudrais ajouter que quand vous parlez de mon enfance et celle de ma sœur, c'est vrai que mes parents n'étaient pas toujours là, mais en tout cas, mon père était très présent et il m'aidait pour mes devoirs, notamment en français. Il faisait la cuisine. Le dimanche matin, par exemple, il faisait de la semoule. On mangeait de la semoule au chocolat, la confiture. Il faisait très bien la cuisine. Il avait des crises. Alors, par exemple, on mangeait pendant des semaines des harengs. Après, on mangeait des tomates farcies, des beignets. Donc, c'était aussi un père extrêmement inventif. Pas très inventif, puisque finalement, j'ai imposé, si je comprends bien, le hareng pendant 3 mois.
Il y avait aussi des gâteaux de pommes de terre. Enfin, il y avait plein de choses différentes. Original comme père, Et donc, cuisinier. on partageait aussi des moments forts. Aujourd'hui, en tout cas, disons que chaque dimanche, nous avons le bonheur de recevoir à la maison Caroline, Anna, Rebecca et quelques amis. Et chaque dimanche, je passe commande, j'appelle les deux petites en leur demandant « Que souhaitez-vous que je prépare ?» Et après avoir entendu leurs ordres, je me précipite au marché. Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup de cet éclairage. Caroline nous a parlé donc du père que vous êtes, de sa sœur Valérie, évidemment qu'on connaît tous puisqu'elle était comédienne. Elle est décédée il y a 4 ans d'un cancer foudroyant, elle avait 47 ans. Grande comédienne, diplômée du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Elle a aussi co-dirigé le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis avec le metteur en scène comédien Stanislas Nordet, le fils de Jean-Pierre Mocky, avec qui elle était mariée 18 ans. Vous aviez dit, elle nous racontait toute sa vie, de ses amoureux, sans tabou. Je lui disais, mais arrête, on ne dit pas ça à ses parents. J'étais presque mal à l'aise. C'était la fusion. Elle était tout amour. Amour de ses parents, mais amour du théâtre, amour de la beauté, amour des autres. Elle s'est beaucoup battue pour les sans-papiers, pour les sans-logement, contre toutes les injustices. Et puis, elle avait en elle une sorte de génie visionnaire de la littérature, de la culture, des arts, etc. Et j'ai beaucoup appris grâce à elle. Chaque jour, je découvrais grâce à elle un livre, un film, un artiste, parce qu'elle était une découvreuse, plus que je ne suis moi-même encore. Elle dénichait partout des choses extraordinaires, des trésors. Elle avait une extraordinaire rigueur de son métier. Elle travaillait beaucoup pour aboutir à une sorte de perfection. On va la voir sur scène, notamment donc, dans l'adaptation d'Hiroshima, mon amour, mais aussi également dans La nuit sera chaude de Josiane Balasco. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Ainsi l'hôpital. Je l'ai vu. J'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Je pense que le théâtre, ça se construit pas sur des décors, ça se construit sur de l'espace et du temps. Alors après, on peut avoir un univers visuel fort, mais l'univers visuel, elle le construit à partir du son. Le son crée du visuel, et à partir de la lumière, et à partir du corps. Et ça, c'est très important, parce qu'au théâtre, en général, maintenant, beaucoup en France, en tout cas, le corps est très absent. 4 étudiants attendent ensemble une mort fraternelle et légendaire. 4 étudiants morts, bavardes, au bord du fleuve. Sans vouloir être désagréable, vous vous êtes vus? Ah oui, je me suis vu. Ça fait 50 ans que je me vois. C'était moi une. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites? Des photos. Mais vous êtes une vraie salope. Ça prend des bonnes photos, ces petits trucs-là. Qu'est-ce que vous me voulez, Madame Lecoing? On va d'abord qu'on parle. La deuxième fois. Au lieu du cracher à la gueule, là. C'était mieux avant. C'était mieux quand mieux quand oui, je crachais parce que moi, je me permets de tousser. Alors, tu en mets une par là. Voilà. Elle a dit « J'ai longtemps fait du théâtre pour changer le monde. Aujourd'hui, c'est pour l'intensité des sentiments qu'il procure. » Elle a été emportée très vite d'un cancer foudroyant. J'imagine que ces moments-là, l'intensité des sentiments, c'est ce que vous avez vécu pendant les quelques mois où la maladie s'est installée. Oui. Et j'ai admiré son incroyable courage face à l'inéluctable. Et on était avec elle, autour d'elle, pendant ces moments très durs pour elle d'abord, pour nous aussi. Mais, puisque vous montrez la Hiroshima, mon amour, j'ai envie de raconter une histoire qui est tout à fait elle. Vous vous souvenez de Fukushima, et elle était invitée, son théâtre était invité à aller donner une représentation à un festival au Japon. Et les techniciens, les gens de la troupe ont dit « On n'y va pas, nous avons peur de la radioactivité, nous n'y allons pas. Et ma fille a dit « Mais Valérie, mais c'est inadmissible, c'est en ce moment qu'il faut aller au Japon, c'est en ce moment qu'il faut montrer notre amitié, notre solidarité. »
Et du coup, elle a tout organisé. Elle a fait venir quelques Japonais pour prendre note de la mise en scène, et elle est allée seule, avec sa metteur en scène, là-bas. C'était quelqu'un d'intrépide, de capable de tous les miracles. Enfin, c'est très difficile pour moi d'en parler. J'imagine bien, elle est partie il y a 4 ans. Avant de partir, elle vous a dit « Je suis tellement triste de vous faire de la peine, c'est trop injuste. » Elle pensait à vous plutôt qu'à elle. C'est vrai. Dans les jours qui ont précédé sa mort, je crois qu'elle a tenu à dire à chacun ses sentiments profonds. Et les phrases, je ne peux même pas les dire aujourd'hui ici parce que l'émotion ce qu'elle m'a dit, je ne peux est transperçant, bouleversant. Souvent, je me suis dit, aujourd'hui encore, je ne me sentais pas digne d'un tel amour. C'est un amour, pas seulement avec moi, avec d'autres, un amour absolu, total, généreux aussi, profondément généreux. Et tous ceux qui l'ont connu vous dirent la même chose. C'est une fille d'exception. Et on pense à elle tout le temps. J'imagine en tout cas, Jack, ce qui vous a permis d'avancer, c'est aussi le fait qu'à 77 ans, vous travaillez encore. Non, pour moi, les choses sont simples. Hein. Si je m'arrête, je tire le rideau. Il est hors de question pour moi de m'arrêter. Pourquoi ? Mais parce que j'aime ça, parce que ça me donne peut-être une jeunesse permanente, si j'ose dire. Puis probablement un jour viendra où les choses s'arrêteront, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez rester dans l'air du temps, dans la modernité. D'ailleurs, ça passe aussi par votre look. On en dit un mot de ce look, forcément. Éric Orsena, qui a été conseiller culturel de François Mitterrand, évidemment, a déclaré à ce sujet. Il a une façon de ne pas vouloir faire vieux. Il se teint les cheveux, il fait des UV, il porte des t-shirts jeuneaux. Il veut faire jeune parce qu'il est fasciné par eux et il cultive particulièrement le réseau des jeunes. Il le dit avec toute sa tendresse, pas du tout quelque chose de négatif. Il y a de ça, l'apparence pour vous. Vous voulez que ça corresponde aussi à la jeunesse que vous ressentez ? D'abord, je trouve qu'on doit aux autres un minimum d'élégance et non pas d'offrir un spectacle de dégradation ou de décrépitude. Enfin, mais je ne fais pas les choses pour faire jeune. Je suis comme je suis, voilà, c'est tout. Je suis comme je suis. Et vous avez peur de vieillir ? Je n'ai pas un amour irraisonné pour la vieillesse qui monte en moi, non. Oui, enfin, voilà. En tout cas, cette jeunesse d'esprit, regardez comment vous en parliez, elle dit quelque chose évidemment de fou, et ça conclut bien l'émission. Si tout à coup se présentait une aventure entièrement neuve, je ne la refuserais pas. Je suis sûr que Monique serait prête, elle aussi, à de nouvelles équipées, à un nouveau départ vers d'autres horizons, vers d'autres frontières. Je fais comme si j'étais immortel. Et après tout, peut-être le suis-je. Immortel, en tout cas, si aujourd'hui se présentaient des nouveaux horizons, peut-être même politiques, vous iriez ? Je vous réponds franchement, pourquoi pas ? Mais pour répondre à votre question, oui. Pour répondre à votre question, l'autre jour, j'étais invité par des étudiants à Paris 3, et à la fin de cette rencontre de quelques heures, des étudiants me disent « Mais quel message vous pourriez nous donner ?» Je leur ai dit ce que je pense très profondément, mais restez ce que vous êtes, restez vous-même. C'est-à-dire, restez étudiant. Et au fond, c'est pas une question d'apparence. Moi, je suis étudiant. Toute ma vie, et aujourd'hui encore, et pour les années qui viennent, je reste. Ça veut dire quoi ? Être étudiant, ça veut dire apprendre. Tous les jours, apprendre, découvrir. Et ça, c'est la vraie jeunesse. À mon avis, seul conseil que je donnerais, restons étudiants toute la vie. Et libres. Restons étudiants et libres, ça fait une belle fin. On va débriefer très rapidement. Jack Lang, ne bougez pas, le fauteuil va se retourner. Oh là, il y a encore un truc, là. Quel parcours ? Qu'est-ce qu'on retient de vous ? L'éternelle jeunesse, peut-être, qui vous caractérise. Restez étudiant et vous n'avez pas trahi l'enfant que vous étiez. Je ne le crois pas. Le bonheur, c'est de constater que ce que nous avons créé, inventé, est là. Donc, ça aurait pu être éphémère. Et finalement, ce qui me plaît surtout, c'est de voir que, par une sorte de cinétique, de dynamique, les générations
se transmettent toute une série de choses qui sont nées dans les années 80-90. Ça, c'est quand même la plus grande satisfaction, de penser que Paris, par exemple, est devenue la grande capitale lyrique du monde. Et vous dites que vous y avez votre part. Et je ne m'applique pas. On conclut comme d'habitude. Pour vivre heureux, vous complétez la phrase. Eh bien, vivons en amitié et en amour. Merci Jack Lang, merci beaucoup. Merci à vous. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.